Bonjour. Quelques slides pour me présenter. Je m'appelle Bruce, je suis architecte logiciel et développeur principalement Java. Le jour et le soir, je m'intéresse fortement à comment marchent les logiciels, leurs entrailles, comment marchent les systèmes d'exploitation, comment jouer un peu avec, comment les détourner. C'est ce qui m'amène devant vous aujourd'hui pour vous parler du root sous Android. Alors pour ceux qui voudront poser des questions ou discuter plus longuement, mon Twitter et mon compte XD. Pour mes PM, n'hésitez pas. Avant de commencer, je vais définir brièvement qu'est-ce que le root pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Alors le root, c'est avant tout un compte utilisateur sur les systèmes Linux, Unix. Il est identifié de façon unique parce que c'est l'UID 0, donc user ID 0, et c'est le compte administrateur par défaut sur ces plateformes, sur lesquelles il a tous les droits et toutes les permissions. Il est aussi appelé super user. Qu'est-ce que root un device cette fois-ci? C'est se donner la capacité de se connecter avec un compte root. Alors pour ceux, quand on est sur PC, c'est simple, hein, login, mot de passe, on arrive, on peut se connecter. Ou alors quand on est déjà logué, on peut chercher à prendre le contrôle administrateur en se substituant. Par contre, sous Android, on n'a pas du tout de navi de login, mot de passe, mais par contre, on a un shell distant. Et pour ça, on va avoir la commande ADB-root. Et pour ceux qui font du Linux, connaissent peut-être su et sudo. Sous Android, on a la commande su. Brièvement, pourquoi router son device? Immédiatement, on va penser aux capacités offertes par le root, typiquement Framework Expose et ses modules, Titanium Backup ou des applis comme celle-là, la gestion du kernel pour les performances, l'autonomie, bon, voilà. Mais au-delà de ça, pour les développeurs, le root, c'est une façon d'aller penser au-delà du SDK et du NDK. Quand on voit des applications comme Greenify, un module Expose qui va donner plus ou moins dose aujourd'hui dans Android, ou Over qui va donner des prémices du nouveau système de notification, même les captures d'écran, l'enregistrement de vidéo, c'est des applications qui ont commencé niveau root et qui ont étendu Android aujourd'hui, quoi. Et on n'aurait jamais pu le faire au-delà du SDK et du NDK. Pareil, il ne faut pas oublier que son téléphone Android, au final, c'est quelques dizaines, voire un peu plus d'euros pour avoir une carte programmable, un modèle, un écran tactile, des I/O par le jack, par l'USB. Et ça, si on veut vraiment en profiter, on a besoin d'être root et d'avoir le plein contrôle sur son téléphone. Le root, comment ça s'utilise? Si je prends un émulateur et que je teste un peu avec ma commande ADB, là, je vais m'authentifier sur mon émulateur avec un ADB shell pour lancer des commandes. Et on se rend compte que l'utilisateur par défaut, quand je me connecte, c'est l'utilisateur 2000. Donc du coup, un utilisateur standard qui n'a absolument pas un root. ID, c'est la commande de Linux qui va vous donner l'utilisateur courant. Donc les infos, ce style, l'identifiant, le groupe, etc. Comme j'ai lu la doc, je sais qu'il existe la commande ADB-root, qui normalement redémarre le démon avec les privilèges root. Et là, tout se passe bien. Quand je me reconnecte, j'ai bien un utilisateur d'identifiant 0, root, donc ça veut dire que je peux me connecter avec un shell où j'aurai tous les droits sur le téléphone. Donc là, tout se passe bien. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire le reste de ces 40 minutes si on a un root qui marche? Eh bien, si je refais la même chose cette fois-ci sur mon téléphone, bon, je sais que j'ai besoin de lancer ADB-root, donc je vais lancer dès maintenant, et que je lance un shell ID, je vois que je ne suis pas utilisateur 0. Je suis resté avec l'utilisateur standard 2000 shell. Je me dis, bon, qu'à cela ne tienne, je vais peut-être essayer d'utiliser la commande su, substitute user, et faire un ID avec, donc su-c ID à travers un shell. Et là, on se rend compte que la commande su, elle n'est pas présente non plus sur mon téléphone. Et du coup, c'est tout le sujet du début de cette présentation que de comprendre comment remettre les capacités root sur mon téléphone et pas sur juste un émulateur de développement, quoi. Si on s'intéresse à la différence entre mon émulateur et mon téléphone, ce qui va changer, ça va être la ROM. En fait, quand on va faire une ROM, donc on va devoir définir la cible avec Launch, puis faire un make derrière. Et pour ça, on doit définir deux choses. Le build, qui est le device qu'on cible. Alors typiquement, pour l'émulateur, ça va être EOSP. Pour mon téléphone, ça va être Shemu, parce que j'ai un Nexus 6. Et le build type. Le build type, on peut voir ça comme le niveau de maturité d'une ROM. Quand on lit la doc, il y en a trois. User, qui est vraiment pour l'utilisateur final, donc ça va nous donner une ROM de niveau production. User debug, qui va reprendre user, mais cette fois-ci, qui va donner les capacités root et des options de debug. Donc on voit dans la doc que l'accès root
est autorisé, mais qu'à partir du niveau user debug, et eng pour engineering, qui est là une ROM purement développement, avec beaucoup plus d'options de debug pour ceux qui fabriquent les ROM directement. Si on s'intéresse cette fois-ci aux modules qui sont présents dans une ROM, il y en a deux qui nous intéressent pour le root. Le premier étant su, pour substitute user, donc, qui sert à vous donner droit à admin quand vous êtes déjà logué, et le second étant ADBD, qui est le démon ADB. On peut voir du coup où est-ce qu'ils seront installés sur le périphérique et où le code source se situe dans les OSP. Si on regarde comment marche le premier module, substitute user, donc là en faisant un ls sur mon téléphone, on se rend compte qu'il est possédé par root et que ses propriétés ne sont pas RWX comme on pourrait s'y attendre, read, write, execute, mais RWS. En fait, le S, c'est le setuid flag. Et ce flag signifie que c'est un processus exécute ce fichier. Il peut le faire au nom du propriétaire de ce fichier. Et dans ce cas-là, root étant le propriétaire du binaire su, n'importe qui appelle la commande root peut le faire en tant que root. Quand on regarde comment marche le binaire su depuis les sources de l'AOSP, il y a principalement trois lignes qui nous intéressent, qui va être setuid0 pour setuserID0, 0 étant l'identifiant du root comme on l'a vu au début, setGroupID 0 pour le groupe root, et execv qui va en fait réexécuter les commandes passant en paramètres. Donc ce que ça va faire, c'est que votre utilisateur courant va être défini comme l'utilisateur root, et les paramètres donnés à cette commande vont être exécutés. Et donc, les paramètres que vous donnez sont exécutés en tant que root. Et ça, on peut le faire justement parce qu'on a le flag setuid. Et ça reste un programme très simple. Là, je vous ai retiré, je vous ai laissé que 3 lignes, mais il y a à peine une centaine de lignes C où tout le début, c'est la gestion des paramètres, quoi. Donc, c'est vraiment très simple. Quand on regarde cette fois-ci le module ADBD, donc le démon ADB, ça, c'est les processus que vous avez sur votre téléphone. Donc, init, qui est le PID1, qui est le premier processus lancé sur votre téléphone, qui va avoir tous les droits, qui root, et qui va démarrer tous les autres, et principalement les services. Donc, comme service, on a ADB, le démon. Ce dernier, lorsque vous allez faire un ADB shell ID, va se forker. Alors pourquoi il se fork? C'est quand vous faites de la programmation système en C, en fait, vous allez toujours avoir votre processus qui doit accepter des connexions, donc qui va rester disponible, et pour chaque traitement qu'il va avoir à faire, il va se dupliquer et prendre en charge le traitement dans un process séparé. C'est pour ça que du coup, on va avoir un process forké pour traiter votre shell. Comme il va avoir à traiter des commandes d'un utilisateur, il va abandonner les privilèges root et il va passer avec l'utilisateur 2000. Et de là, il va démarrer un shell et démarrer votre commande. Donc on peut voir que par défaut, du coup, ID va bien vous retourner l'utilisateur 2000. Cette fois-ci, si au préalable on fait un ADB root avant, on va dire au démon ADB de ne pas abandonner les privilèges root. Et comme vous le voyez, cette fois-ci, la commande va bien vous retourner l'identifiant 0, et donc vous serez bien root. J'ai parlé du build type. En fait, ce qui change le build type sur ces deux modules qui sont SU et ADB, en engineer, vous allez avoir les deux modules SU et ADB, et quand vous vous connectez avec un ADB shell, l'utilisateur par défaut sera l'utilisateur root, donc vous n'avez pas de problème. En user debug, on a vu qu'il y a les deux modules, et par contre, quand on se connecte, l'utilisateur par défaut, c'est 2000. Mais pour ça, on a la commande ADB root qui va vous permettre de vous connecter en root. Par contre, en mode user, donc cette fois-ci sur les ROM de production sur vos téléphones, le module SU n'est plus présent, et ADBD, par contre, lui est bien présent, mais démarre avec les droits shell, et la commande root n'a pas l'air de fonctionner. Donc visiblement, c'est qu'on ne peut pas utiliser les modules de base de l'AOSP et d'Android pour s'accorder le droit root sur une ROM de production. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais ADB, le démon ADB, il est quand même là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de jouer un petit peu avec pour essayer de gratter les droits root tranquillement? Eh ben non, pas du tout. En fait, quand on regarde le code source d'ADB, parce qu'il y en a qui regardent le code source d'ADB, on se rend compte que le build type est testé dans le makefile, que si c'est le bon build type, on va définir des flags qui seront testés à la compilation. Et là, je vous ai mis l'extrait de la méthode should_drop_privileges, donc qui est assez clair, hein, qui définit si on doit abandonner ou non les privilèges. Et s'il n'y a pas les flags, tout le code nécessaire au fait de garder les droits n'est carrément pas compilé. Donc ce qui veut dire que sur votre téléphone, vous n'avez ni le binaire SU, ni la partie du code nécessaire à ADB pour garder les droits. Donc c'est vraiment coincé pour essayer d'avoir les droits root sur une ROM de prod, quoi. Et du coup, c'est tout le sujet de la présentation que de comment s'approprier le compte root sur une ROM de production
Pour ça, en gros, on a deux façons. Soit on refait une ROM custom et on va modifier les modules dont on a besoin pour ajouter SU ou modifier un peu ADB. Mais pour ça, ça nécessite d'être capable de refaire une ROM, donc d'avoir le code source propriétaire à un bootloader déverrouillé. La deuxième solution est de chercher à rajouter SU sur une ROM déjà existante, et tant qu'à faire, celle qui tourne déjà sur les téléphones que vous avez, quoi. Et du coup, c'est cette deuxième solution sur laquelle je vais m'attarder. Si on repart un peu dans l'historique d'Android, donc on en a parlé à la keynote, octobre 2008, sortie du premier téléphone commercialisé sous Android, le G1. 3 semaines plus tard, un bug dans le bug tracker de l'EOSP qui vous dit bien gentiment, dans ConnectBot, donc il y a un client SSH, si vous vous connectez à un serveur distant et tapez reboot, ça va redémarrer à la fois et le serveur distant et le téléphone en local. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3 semaines après, déjà la sortie d'un nouvel OS et d'un nouvel téléphone, il y a déjà des barbus qui font du remote shell sur un serveur, depuis leur téléphone, pourquoi pas. Mais surtout, cette personne-là s'est rendu compte que toutes les commandes qu'elle tapait avec ses petits doigts sur le clavier physique, en fait, étaient interprétées par un shell qui tournait en tâche de fond sur son téléphone. Donc tous ses mails, tous ses messages, etc., étaient interprétés comme des commandes. Et le pire dans tout ça, c'est que la commande reboot, ça reste une commande de niveau administrateur. Donc le shell qui tourne en tâche de fond sur ce téléphone à la livraison, c'est un shell de niveau admin. Donc là, partant de là, ils ont simplement lancé la commande telnetd pour lancer un démon telnet. Ils se sont connectés et ils ont le droit à un shell distant en route sur le téléphone, quoi. Et ça a donné du coup le premier hack du téléphone au bout de 3 semaines de sa sortie. Bon, pour la petite histoire, HTC a quand même mis 3 ans et demi à déverrouiller le bootloader. Donc il ne faut pas espérer pouvoir faire une ROM pour la flasher soi-même. Il ne faut pas attendre les constructeurs là-dessus, quoi. C'est pour ça qu'on cherche plus à rajouter le root sur les ROM. Assez rapidement, avec ces nouvelles possibilités qu'offre ce hack, on voit se former une nouvelle communauté autour des ROM et du root. Et là, je vous ai mis la capture d'écran du premier How to Root que j'ai trouvé sur XDA, qui concerne le HTC G1, qui vous explique du coup pourquoi et comment router, quels sont les avantages. Et le côté marrant par rapport à ça, c'est que assez tôt, on voit des personnes sortir du lot dans la communauté d'Uroot. Donc là, c'est Couche, qui va être rapidement dans l'équipe CyanogenMod, qui va créer Clockwork Mod. Vous connaissez peut-être la recovery, la Clockwork Recovery. Il a fait 1 demi-million d'installs sur le Play Store. Et à la création de Cyanogen Inc., il sera tech leader. Donc voilà, assez rapidement, on identifie les personnes importantes, quoi. Et rapidement, toujours, va se démarquer une ROM custom, qu'on ne présente plus aujourd'hui, donc CyanogenMod, qui va, elle, démocratiser l'accès aux routes, parce qu'elle va l'inclure par défaut. Mais cette fois-ci, pas exactement ce que je vous ai présenté comme module SU, mais une version sécurisée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sécurisé? En fait, la problématique avec le substitute user que je vous ai présenté, c'est que n'importe quelle application qui va lancer la commande SU va avoir les droits root et va pouvoir faire n'importe quoi avec les données et votre système, quoi. Et ça, l'utilisateur, il n'en veut pas spécialement. Pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris le projet Super User de Zinx, un développeur qui lui aussi va rejoindre CyanogenMod un peu plus tard, qui fournit en fait un package à flasher dans la recovery et qui contient 2 éléments, une application et le binaire SU qu'on a pu voir. Alors pourquoi une application? C'est quand votre propre application a besoin d'exécuter une commande en tant que root à travers un runtime getRuntime.exec par exemple, ça va déclencher un pop-up qui vient de cette application pour demander à l'utilisateur s'il peut, oui ou non, lancer la commande en tant que root. Je pense que pour ceux qui sont routés, vous avez déjà vu ce genre d'infos. Si on regarde comment ça fonctionne, là on prend l'exemple de votre application qui va avoir envie de lancer une commande en tant que root. Donc pour ça, elle fait un runtime getRuntime exec SU, et donc ça va démarrer un nouveau process SU. Ce dernier va vérifier qui l'appelle et quelle commande il veut lancer. Il va les vérifier dans une base de données s'il a les droits ou non, si ça a déjà été autorisé ou pas. Pour ça, c'est la base de données qui est liée à l'application, donc dans Data, Super User, Databases, PermissionDB. Dans le pire des cas où ça n'a pas déjà été autorisé, il va créer un socket. Alors, un socket, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut voir ça comme un tuyau de communication entre 2 processus. Il y a un processus qui met des données d'un côté et l'autre qui peut le lire de l'autre. C'est dans les 2 sens. Voilà, c'est très simple, c'est un moyen de communiquer entre 2 processus. Donc il va créer une socket et écrire les informations qu'il a récupérées. De là, il va récupérer l'activité manager, alors toujours en C, c'est le package et démarrer l'application Super User. Elle-même va récupérer les informations de qui veut lancer et quelle commande. De là, elle affiche une pop-up à l'utilisateur.
Celui-ci va dire oui ou non et s'en souvenir, écrit la réponse dans la socket, c'est récupéré de l'autre côté niveau C, on met à jour la base de données pour s'en souvenir et pourquoi pas faire des logs, savoir qui a lancé quoi, et à la fin, on exécute enfin la commande en tant qu'administrateur. Donc du coup, le code C que je vous ai présenté, ça correspond juste à la dernière étape, la 9e étape. On se rend compte que déjà, dès le début, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu en voir dans le code source de base d'Android, rien que pour rajouter une fonctionnalité qui est la gestion des permissions et l'interaction utilisateur. En résumé, d'un point de vue processus, donc on a toujours init. Zygote, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le processus parent de toutes vos applications qui va se dupliquer par lancement d'application et qui va abandonner les privilèges root pour avoir un utilisateur standard. On a un cloisonnement on a sandboxing au niveau des applications. Chaque application a son utilisateur. Voilà, ça évite que chacun ait voir les données des autres. Si votre appli veut exécuter une commande en root, donc elle va démarrer un processus qui est su. Donc comme on peut voir, il n'est pas en route. Peut-être que ça déclenchera le démarrage de l'application super user pour demander ou non l'autorisation. En fonction, si ça dit oui, su va substituer l'utilisateur courant par l'utilisateur root et va lancer votre commande en tant que root. Et donc on se rend compte que ça marche bien, pas de souci. D'un point de vue historique, donc on a vu ça a été développé par Zinx, assez rapidement repris par Cyanogen grâce à ChangeZD qui va principalement faire des améliorations d'interface graphique, des intégrations dans les settings de Cyanogen par exemple, mettre l'application sur le Play Store, voilà, donc ça va réellement prendre son essor. Et quelques années après, ça sera repris par le développeur qu'on avait vu au début pour continuer à maintenir ce projet. Et en parallèle, ils vont toujours fournir, en plus de la solution dans Cyanogen Mode, un package OTA flashé par la recovery pour ceux qui ne seraient pas sur Cyanogen. Mais là, vous allez me dire, on est en 2017, ça s'arrête à 2014, où est la suite? En fait, fin 2013 sort Android 4.3. Et Android 4.3, c'était beaucoup de changements dans la sécurité. Principalement, avant, c'était beaucoup corriger des problèmes de sécurité déjà trouvés ou choses comme ça. Avec 4.3, on va fortement réduire la surface d'attaque. Et notamment, il y a deux choses qui nous importent, qui sont le Restricted SetuID et le Capability Bounding. En gros, Restricted SetuID, la partition système est maintenant montée avec le flag NoSUID pour les processus fils de Zygote. Ça veut dire en gros, tout simplement, toutes vos applications qui descendent de Zygote verront le système avec le flag SetuID comme non effectif. Donc visiblement, le switch user il ne va pas marcher. Et le Capability Bounding, c'est le système de capacité sous Linux qui définit ce que vous avez le droit de faire ou non à travers des capacités. Là, tout ce qui descend de Zygote et ADB, donc les connexions ADB et les applications Java, vont abandonner les capacités Linux dont elles n'ont pas besoin. Et pour nous, ce qui nous gêne, c'est que ça abandonne capsysadmin, qui est Capability sysadmin. Elle est nécessaire à la commande mount. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partition système est montée en lecture seule. Donc quand vous êtes root, généralement, c'est pour aller tripatouiller votre système, et vous allez avoir besoin de remonter la partition en lecture-écriture. Et pour ça, si on n'a plus la capacité sysadmin, que justement en 4.3 on abandonne, on n'est plus capable de remonter la partition système en lecture-écriture, et ça perd grandement de son intérêt. Si on résume avec l'exemple que j'avais donné précédemment, on arrive avec tout un contexte dans lequel on est bridé au niveau du SetUID et des capacités. Donc le switch user ne marchera plus, donc visiblement on ne sera plus en route. Et c'est là que va arriver un nouveau développeur, Chainfire, qui lui développe une solution alternative à SuperUser. Il développe SuperSu. Et quand il regarde ça, il se dit, bon bah très bien, j'ai un cadre dans lequel je suis contraint, et ben moi je vais chercher à aller au-delà, en dehors de ce cadre. Donc pas être lancé par une application Java ou par Zygote, monter au-dessus. Et monter au-dessus, c'est être lancé par init. Et être lancé par init, ça signifie transformer Su comme un service. Et donc Su va devenir un démon qui va tourner en tâche de fond, lancé par init, et qui, pour le coup, aura tous les droits qui vont bien. Parce qu'on n'est plus dans le cadre imposé par 4.3. Comment est-ce qu'il a fait? En fait, il a regardé un peu la configuration d'init, donc il lance vos services. Cette configuration, elle est définie dans /initrc, qui est donc elle-même dans la partition boot. La partition boot, il faut savoir que c'est un truc pas très sympa en fait. C'est un unique fichier qui va contenir votre kernel et l'initial RAM disk. Donc ça va être un disque monté en mémoire RAM, donc vraiment pas agréable à patcher, quoi. Mais à côté de ça, il a regardé la conf qui existait déjà d'init,
et il s'est dit, tiens, il y a un service étonnant qui s'appelle Flash Recovery, qui va exécuter un script shell, qui est dans le système, donc sur lequel, pour moi, c'est facile à l'éditer. Un script shell, en plus, c'est du texte. Bon, bah parfait. Et ben, il va dégager le contenu et il va mettre le lancement de son démon à la place. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'à chaque démarrage, ils vont exécuter un script shell que les utilisateurs peuvent modifier avec, qui a en plus tous les droits, quoi. Mais en fait, comme son nom l'indique, ce service sert à mettre à jour la recovery. La recovery, c'est très pratique pour mettre à jour toutes les autres partitions, sauf la recovery elle-même. Donc du coup, quand on est dans le système, on a un moyen de mettre à jour la recovery. Et c'est pour ça qu'on a un script d'aussi haut niveau avec les droits pour qui est démarré. Comment marche la solution? Donc on a Init qui démarre au début, hein, PID1, toujours le premier présent, qui va lancer un démon, donc su, ce qu'il a fait en modifiant install.recovery. Vous avez votre application, ce démon va créer une socket et va se mettre à attendre sur les messages qui pourraient arriver. À côté de ça, vous avez votre application qui veut toujours exécuter une application en tant que root, donc elle va toujours créer un nouveau process. Cette fois-ci, celui-là va récupérer les informations de qui veut lancer la commande et quelle commande il veut lancer, qui va écrire dans la socket, qui est récupéré par le démon root. Celui-ci, comme pour ADB, pour toute nouvelle demande, il va se forker. Et donc là, on se rend compte que dans ce fork, on a toutes les informations qu'on avait avant, à savoir l'utilisateur, l'application qui était lancée, et ça va faire exactement ce qu'on a vu avant. Donc je l'ai pas remis pour ne pas complexifier l'ensemble. Celui-ci va exécuter votre commande et par exemple va pouvoir retourner le code d'erreur pour savoir si c'est bien passé. Donc quand l'appli va se tuer, le démon va récupérer en ayant entendu, puis va écrire l'information dans le socket, puis ça sera remonté au client et enfin à votre application. Là, je vous ai donné l'exemple vraiment de l'exit code pour vous montrer comment ça passe entre tous les différents process su. Mais il faut savoir qu'il le fait pour std in, std out, std error, les signaux. Donc le mécanisme est vraiment complexe là. On se rend compte qu'on met en œuvre un nombre de binaires et un nombre de process, un nombre de sockets qui est vraiment important par rapport à l'implémentation standard dans Android, quoi. Si on fait un petit résumé de comment ça tourne au niveau arbre de process, donc init qui démarre de service, enfin plusieurs, mais deux qui nous intéressent dans le premier cas, su, le service, et zygote. Votre application démarre, elle a besoin d'exécuter une application en tant que root, donc elle va exécuter une autre application, elle va lancer un autre process su, pardon. Celui-ci va faire que le démon récupère l'information, se fork, de là peut-être ça va demander l'autorisation à l'application super user, et enfin ça va lancer la commande dont vous aviez demandé. Et là on se rend compte qu'on n'a plus du tout de substitute user où un utilisateur 10 000 quelque chose va devenir un utilisateur 0 parce qu'on n'a plus les droits. Et de plus, on est en chaîne directe avec init, qui a tous les droits, on maîtrise complètement l'arborescence des processus, donc à aucun moment, un processus va venir nous embêter et abandonner les privilèges, les capacités dont on avait besoin et qu'on avait perdu à cause de la mise à jour, quoi. Et donc là, Chainfire et SuperSu arrivent à donc, corriger les problèmes de 4.3 et on récupère un root qui marche. Mais après 4.3, 4.4, et de nouveaux mécanismes de sécurité viennent bloquer le root, notamment le Verified Boot. Alors quand on lit, ça aide à bloquer les rootkits persistants qui pourraient détenir des privilèges administrateurs et compromettre les périphériques. Donc on se rend compte que pour le root, ça va bloquer. Et les block-based OTA, en fait, avant les mises à jour, était fichier par fichier, donc quand on venait rajouter un binaire ou changer un peu une conf, si ça rentrait pas en conflit avec le patch qu'on avait appliqué, ça se passait bien. Par contre, avec les block-based, on va venir patcher système limblock. Donc si on rajoute un binaire ou un fichier à un endroit, même si c'est pas un fichier Android, on ne pourra pas remettre à jour la partition système parce qu'il dira tout bêtement que le système est compromis ou a été altéré. Comme c'est des mises à jour différentielles et qui patchent des partitions entières. Et donc ça, autant l'utilisateur ne va pas être très content de ne plus pouvoir mettre à jour son téléphone s'il le root, autant le Verified Boot, en fonction des configurations, en fait, comme le téléphone va maintenant se rendre compte qu'on change, qu'on édite le boot ou la partition système, ça peut soit gentiment vous afficher une petite pop-up au démarrage, soit carrément vous empêcher de démarrer le téléphone, et ça non plus, l'utilisateur n'aime pas vraiment comme comportement.
Et ça sera encore une fois Chainfire qui va répondre à ce problème-là. Donc quand on regarde un peu comment démarre un téléphone Android, vous allez avoir le bootloader qui va charger le boot, donc un énorme fichier, enfin un gros fichier qui va contenir le kernel et le RAM10, dans lequel on a vu qu'il y avait la configuration d'init, qui va ensuite, une fois chargé, va monter les partitions système, data, etc. Vous connaissez un peu plus, qui contiennent le système d'exploitation et les données utilisateurs. Alors qu'est-ce que va faire ce monsieur à cause de Verified Boot, qui du coup surveille toute la partie boot et système? Eh ben, il va annuler toutes les modifications qu'il a fait dans le système, clairement. Donc il ne met plus le binaire dont il a besoin. Il annule les modifications dans le script qu'il avait pour démarrer son service. Mais par contre, il va commencer à s'autoriser à modifier la partition boot. Donc c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais bon, quitte à le faire, il va déclarer officiellement le service dont il avait besoin. Et il va créer une nouvelle partition, la partition su, qui, comme pour les autres partitions, il va configurer init pour qu'il la charge et qu'il la monte au démarrage. Et dedans, il va être libre de mettre tous les binaires et toute la conf dont lui a besoin pour le route. Cette partition-là sera stockée dans data, c'est pratique, on a de la place. Et donc là, on se rend compte à travers ça que le système ne sera plus modifié, donc on récupère les mises à jour, ça c'est bien. Par contre, on modifie la partition boot. Donc ça veut dire qu'on est quand même obligé d'avoir un bootloader qui soit déverrouillé et permissif au niveau de ces modifications-là, vis-à-vis du Verified Boot. Et ça, encore aujourd'hui, on en a besoin. Si on veut avoir un root persistant, on n'a pas trouvé de solution. Rapidement, les modifications qu'il a fait, il monte l'image data.su.img en tant que partition su et il déclare son propre démon dans la configuration d'init, comme ça il a un service qui démarre avec les droits root au démarrage. Et on avait récupéré le root jusqu'à ce qu'encore une fois, une nouvelle version d'Android vienne nous embêter. Alors celle-ci, on aurait pu la voir arriver. C'est SE Linux, ça a commencé en 4.3, 4.4. Alors SE Linux en soi, c'est Security Enhanced Linux. C'est un module noyau dédié à la sécurité qui va avoir en charge de vérifier quel processus a quel droit et sur quelles ressources par rapport à des règles de sécurité qui sont incluses dans votre téléphone, qui s'appellent les SE Linux Policies, pour ceux qui en ont entendu parler. Et ce mécanisme-là va venir renforcer le sandboxing de Android, donc le cloisonnement des applications. Autant avant, on avait un utilisateur par application, donc quand on passait route, on était au-dessus de tout le monde, et ça se passait bien, on pouvait les jouer avec les données de chacun. Autant avec SE Linux, ça va créer un contexte de sécurité à chaque application, et même si vous êtes root et que vous n'avez pas du coup le bon contexte des données sur lesquelles vous allez essayer de lire ou de modifier, eh ben, le noyau va vous refuser et vous serez bloqué. Donc ça réduit fortement l'intérêt du root. Pourquoi c'est vraiment gênant qu'à partir de 5.0? C'est qu'avant, en fait, SE Linux tournait dans un mode permissif, c'est-à-dire que il voyait que vous n'aviez pas droit, il le consignait, mais vous disait OK, ça passe quand même. En 5.0, on l'a mis en unforcing, donc il le voit, et là il vous interdit tout de suite, donc ça ne marche plus. Et encore une fois, c'est Chainfire qui va trouver la solution de comment modifier et détourner un peu les règles, les SE Linux Policies, mais j'aurai pas le temps de l'aborder dans cette présentation. N'hésitez pas à passer me voir si jamais vous avez des questions là-dessus. En résumé, on se rend compte que par rapport au code source que je vous ai montré sur les modules de l'AOSP, c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui le root qu'on essaye de mettre dans vos téléphones que celui qui a un Android. On a vu notamment du coup la gestion des permissions, une interaction utilisateur, la création d'un nouveau service, la création d'une nouvelle partition, donc c'est pas léger, les modifications des règles de sécurité Linux. Et il y a des choses encore dont on n'a pas parlé. Il faut savoir que le root offre d'autres possibilités comme le démarrage de service, si vous aussi vous avez envie d'avoir votre propre démon qui tourne en tâche de fond, la possibilité de modifier le système sans toucher le système, parce que sinon on bloque les mises à jour, il y a tout un mécanisme d'overlay FS, c'est un peu compliqué. La possibilité aussi de cacher le root application par application, pour ceux qui veulent continuer à jouer à Pokémon Go, par exemple. Et ça, à chaque fois, Chainfire et sa solution SuperSU a toujours été précurseur dans le support des nouvelles versions d'Android et dans l'apport de nouvelles fonctionnalités. Quand on regarde, quand on s'attarde par contre un peu plus à sa solution, là je vous ai mis l'ensemble des binaires qui étaient installés lorsque vous installez SuperSU.
En vert, ceux rapidement que j'ai pu aborder dans cette présentation, mais il y a quand même encore un bon paquet de binaires dont on n'a pas eu le temps de voir. Et le côté embêtant avec cette solution, c'est que bon, c'est close source. Alors du coup, quand on a des questions sur la sécurité ou la présence d'un malware, sur un élément aussi critique que peut être le root, parce que ça reste quand même mettre un compte admin sur votre téléphone, bon, on ne peut pas vraiment avoir de réponse. Et à côté de ça, quand on lit la doc, alors là c'est un extrait de la doc officielle de SuperSU, au sujet d'un des binaires qui est présent, suppose ici, son but principal est de modifier les règles courantes SE Linux, très bien, bien qu'il fournisse d'autres fonctionnalités qui vont au-delà du périmètre de ce document. Mais il n'y a pas d'autres documents. Qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas plus, quoi. Et en bonus, quand on regarde un peu le script d'install dans la recovery, on se rend compte que vos partitions passent de chiffré à chiffrable, donc elles sont plus systématiquement chiffrées, et que dmverity, donc qui sert dans verified boot à vérifier l'intégrité, bon, on le désactive et en plus on jette les clés d'intégrité parce que bon, on n'en a plus besoin, quoi. Donc on se rend compte que voilà, c'est pas léger non plus avec la sécurité de son téléphone. On peut continuer toujours à se poser d'autres questions sur sa solution. Aujourd'hui, SuperSU, c'est gratuit, ça fait 5 ans qu'il le développe, il supporte beaucoup de devices. Enfin, le développement Android, c'est votre métier, donc vous avez une idée du coup, peut-être que ça peut représenter, mais visiblement, c'est pas spécialement. Je pense pas que ce soit gratuit. Une réponse à ça est qu'en septembre 2015, toute la propriété et le code a été racheté par une entreprise qui s'appelle CCMT, dont on ne connaît pas vraiment grand-chose. Selon le mot du développeur lui-même, hein, c'est une entreprise qui s'attarde à racheter et à acquérir beaucoup d'applications root populaires. SuperSU, c'est 470 000 installs hein, sur le Play Store, pour donner une idée. Et quand on essaie d'en savoir un peu plus sur cette entreprise, alors certes, elle est enregistrée dans le Delaware aux USA, mais quand on regarde le WHOIS, donc son nom de domaine, et quand on regarde les offres d'emploi, elles sont à Pékin. Est-ce qu'on n'aurait pas une entreprise domiciliée en Chine qui essaye d'acquérir toutes les applications root populaires? Je vous laisse vous poser vos questions là-dessus. Moi, j'ai pas de réponse. Mais bon, c'est pas le pire. Le pire, ça va être quand même pour moi ces applications qui vous promettent le root en un clic. Vous savez, celles qui sont gratuites avec un support 24/24. Quand on va sur leur site web, c'est simple, c'est sûr, c'est garanti. Je veux dire, les gens, ils sont souriants, quoi. Quand on regarde les customers, ils sont heureux. Enfin, on voit, c'est awesome, quoi. Et vraiment, si tu doutes, enfin, je veux dire, il y a des experts du root à la hotline pour t'aider à répondre à toutes tes questions, quoi. Faut vraiment pas douter. C'est vraiment, installe ça sur son périphérique. Bon, bien entendu, elles sont toutes excellemment bien référencées sur Google. Et régulièrement, on voit des utilisateurs qui font « Ah, mais il y a des applications que je n'ai pas demandées, qui sont arrivées, j'ai beaucoup de connexions réseau, qu'est-ce qui se passe, mes données ?» Je ne vous le recommande pas. Surtout pour la plupart, en plus, installent une vieille version de SuperSU. Donc, autant flasher vous-même la solution de Chainfire, quoi. En résumé, si on prend l'historique, du coup, pour SuperUser, on a vu, développé par Xing, puis repris par Cyanogen, l'équipe de Cyanogen, pardon. En parallèle, SuperSU, développé par Chainfire, racheté par une entreprise dont on ne connaît pas grand-chose, mais plus ou moins à la même date, sont arrivés deux nouveaux développeurs. Un premier, Pierre Hugusson, un Français, qui a repris le projet SuperUser, qui travaillait à Arcos, en banlieue sud, justement, qu'il a maintenu, qui a continué de le mettre à jour pour supporter les dernières versions d'Android et les nouvelles sécurités. C'est vraiment intéressant ce qu'il a fait. Et Top John Woo, qui a commencé à créer tout un écosystème autour du root à travers Magisk, que certains connaissent peut-être, si vous jouez à Pokémon Go, et où en fait vous avez la possibilité d'installer des modules et d'exploiter les fonctionnalités de root facilement, un peu comme Expose en fait. Et donc à travers cette frise, on voit quand même le root, c'est un projet actif, c'est un projet qui vit, c'est un projet qui a besoin de mainteneur pour continuer à évoluer et à fonctionner. En conclusion, j'espère que maintenant vous aurez une meilleure appréhension du fonctionnement d'ensemble du root, que vous comprenez un peu mieux ce qu'implique ce hack sur la sécurité globale de vos devices, et vous comprenez aussi l'importance d'avoir une solution open source dans laquelle avoir confiance. Parce que sans ça, sinon, router son téléphone aujourd'hui, c'est un peu comme donner les clés de chez soi à un parfait inconnu. Alors je vous encourage, si vous êtes développeur et que ce sujet vous intéresse, à aller voir ces deux projets. Il y a beaucoup à apprendre d'eux et vous serez toujours les bienvenus pour contribuer.
En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci à vous. Oui. Bonjour. Bonjour. Je vois très bien effectivement l'intérêt du root dans le sens pour une utilisation personnelle, pour reprendre le pouvoir un peu sur son device, éventuellement pour hacker si on veut, si on est un petit peu maker en même temps, ben, voilà, toutes ces choses-là. Je me posais la question après, puisque on ne peut pas supposer que tous les utilisateurs qui vont avoir accès au store sont des utilisateurs avec des téléphones routés. Quand on fabrique des applications qui sont destinées à la production, des applications qu'on va trouver sur le store, est-ce que le fait de travailler avec des téléphones routés, ça peut nous aider par exemple à mieux tester nos applications? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec du root sur nos applications pour améliorer la qualité de nos applications sur le store et qu'on ne pourrait pas faire avec le root? La problématique derrière, c'est que si tu t'attends à ce que l'utilisateur ait un root, tu vas réduire fortement. Non, justement, j'entendais pas ça dans ce sens-là. C'est-à-dire que je m'attends à ce que l'utilisateur final soit pas routé. D'accord. Mais moi, en tant que développeur de l'application, est-ce que le fait de router mon device, d'installer mon application dessus, va me permettre de faire des tests sur mon application qui vont pouvoir augmenter sa fiabilité, par exemple, tester des services ou moquer des services qu'on pourrait pas, je sais pas moi, par exemple, la géolocalisation, des choses comme ça, qu'on pourrait pas faire si on n'était pas routé. Tu vas pouvoir, mais aujourd'hui, très clairement, l'écosystème Android est quand même bien fourni, niveau outils. Après, si tu es bon en administration de système et si tu connais bien Linux, si tu as vraiment des besoins très particuliers, ouais, le root va te permettre d'avoir les pleins pouvoirs et de faire quelque chose de réellement intéressant. Mais ça va vraiment être des cas très particuliers qui ne seraient pas déjà couverts par, je sais pas, tu prends le mocking des positions, aujourd'hui tu as des outils comme Genymotion qui le font très bien, quoi. Après, tu peux le développer toi-même. Ouais. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que c'est possible sur un téléphone qui est routé pour une application à qui on n'aura pas octroyé, ou du moins, excusez-moi, une application à qui on n'a pas donné le droit de s'exécuter en tant que super utilisateur, ouais, que cette application puisse quand même s'approprier les droits? Alors, j'ai envie de dire oui. En fait, techniquement, ça reste, Android reste un Linux, reste avec des vulnérabilités. Tu peux même ne pas avoir installé le root toi-même et ce que l'application embarque du binaire pour exploiter une vulnérabilité dans une vieille version. Mais par contre... Alors, excuse-moi, je vais juste interrompre rapidement. Je ne parle pas des exploitations de type buffer overflow ou autre, où on pourrait faire une corruption de la mémoire. Là, tu parles vraiment de détourner... je parle vraiment, voilà, exactement, détourner le PID et le forquer un process ou s'approprier d'une manière... Alors, normalement, non. Mais le passé a montré que, oui, il y avait des problèmes d'implémentation dans le root et que c'était possible. Ça a été corrigé à chaque fois que ça a été trouvé. Mais rien ne nous dit qu'il n'y a pas encore un problème d'implème qui permet ça, quoi. C'est notamment le problème avec les solutions closed source, qu'on ne peut pas savoir. Aujourd'hui, les solutions open source, on les regarde, mais on n'a rien trouvé. Si on l'avait trouvé, on l'aurait corrigé, parce qu'on ne veut pas comme comportement, clairement. Donc, est-ce que ce serait juste de dire, hormis ce que tu viens de dire, que c'est uniquement les applications à qui on aurait octroyé le droit d'exécuter en super user qui, elles, après, pourraient faire ce qu'elles veulent? Oui, exclusivement, oui. Et pour le coup, elles pourraient vraiment faire ce qu'elles veulent? Complètement. Par rapport à Cyanogen, oui. Avant je l'avais installé il y a quelques années parce que ça apportait certains avantages. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a encore un avantage de vouloir l'installer? Est-ce que c'est aussi parce qu'à l'époque c'était aussi pas mal buggé? Je sais pas si... mais c'est pas très relatif au sujet du root. Mais... Non. Mais tu vois, même par rapport, pour te répondre par rapport à ça,
Aujourd'hui, Lineage, qui est la suite de Cyanogen, n'inclut plus root par défaut. Aujourd'hui, ils considèrent que c'est suffisamment mature, suffisamment avancé pour que tu n'aies plus besoin d'aller bricoler par toi-même et ouvrir cette porte-là. Si aujourd'hui Google ne met pas le root dans ton téléphone, c'est qu'il y a une raison. Tu n'as pas envie de prendre le risque, quoi. Aujourd'hui, quand ça devient un moyen de paiement, est-ce que tu as envie d'être routé sur ton téléphone? Donc c'est possible de créer l'équivalent de Cyanogen soi-même sans le root? Sans le root, ouais. Complètement. Et aujourd'hui, LineageOS, qui est la suite, n'a pas le root par défaut. Okay. Si tu le veux, tu l'installes toi-même, ils le fournissent, mais c'est en plus. Ok, merci. Merci à vous.